La loi qui se vante d'être justice n'en creuse pas moins des cicatrices dans la vie, dans la chair même, des hommes et des femmes dont elle se saisit. Vous savez, le meurtre ne tue pas qu'un seul être, il blesse à perpétuité tous ceux qui l'entourent. La famille des victimes, celle des accusés. Elles sont ainsi marquées à jamais et rien ne l'effacera. Il a assassiné Anne-Marie. Il faut le faire empoisonner. C'est terrible. Ça me pèse. Ça me pèse. Vraiment, moi, j'ai envie de vivre pour voir encore, pour qu'on dise, tout le monde dise, la justice dise oui, il a empoisonné Anne-Marie. Jean Bastouille, c'est son nom. Et jamais sans doute il ne fera le deuil de sa fille. Elle s'appelait Anne-Marie, elle avait 54 ans, un bel après-midi d'été, en août 2008, elle est morte, brutalement. Cette mort soudaine a brisé Jean Bastouille. Officiellement, c'est une mort naturelle, mais son père n'y croit pas. Il est sûr que sa fille a été assassinée. Et c'est le début du long calvaire de Jean Bastouille, un père prêt à tout, même au pire, pour rendre justice à sa fille, cet enfant qu'il chérissait profondément. Anne-Marie, naturellement, c'était une petite fille pour nous et mon épouse adorable, n'en parlons pas. Et puis avec un tempérament un peu particulier, quoi. Comment vous dirais-je? Petite, elle était battante, comme on dit, quoi. Comment vous expliquer ça? Du caractère, voilà. Voilà. Au point de vue vocabulaire, moi, je suis pas fort. Hein. Je suis pas fort. Hein. Jean Bastouille est quelqu'un qui a toujours été très famille. Pour lui, la famille, c'était essentiel. D'abord, il l'a prouvé en restant avec son épouse depuis leur mariage jusqu'à ce jour. Et il avait 2 enfants, un garçon et une fille. Pour lui, ses enfants, c'était tout. Anne-Marie était sa seule fille et pour elle, c'était, je crois, un amour total. Elle était chuchotée, tout ça, et puis on aimait bien, quoi, c'est vrai. Et on nous aimait bien, n'en parlons pas. N'en parlons pas. On nous aimait beaucoup, même, hein. Beaucoup, beaucoup. Anne-Marie Bastouille était quelqu'un qui aimait la vie, qui avait beaucoup d'amis et qui, en plus, rayonnait parce qu'elle était belle et parce qu'elle était agréable. Elle était très dévouée vis-à-vis de ses parents. Elle avait un comportement vraiment d'une fille vis-à-vis de ses parents remarquable. Anne-Marie, c'était quelqu'un de très bien, n'en parlons pas, c'est sûr. Très bien, très bien, très bien. Ce sont de très bons souvenirs que j'ai là d'elle, c'est sûr, n'en parlons pas. Jean Bastouille, sa femme Thérèse et leurs 2 enfants, Michel et Anne-Marie, c'était une famille unie, soudée. Ils vivaient à Rivesaltes, un village agréable des Pyrénées-Orientales. Rivesaltes est un petit village à côté de Perpignan, dans lequel la plupart des gens ont travaillé dans l'agriculture, puisque le village est entouré de vignes, et qu'il est connu souvent pour son muscat. Jean Bastouille et son épouse sont des gens de Rivesaltes, ils sont originaires de génération en génération de Rivesaltes, donc ils sont très connus dans le village. Ce sont des gens de la terre. En tout cas, Jean Bastouille, c'est un agriculteur, c'est un viticulteur, plus exactement. Parce que mon grand-père et mon oncle étaient viticulteurs, et moi, c'était la vigne qui m'intéressait surtout. Ce qui me plaisait beaucoup, c'est d'aller à la vigne, dehors, avec mon oncle et mon grand-père. Ah oui, ça, c'était merveilleux pour moi. Voilà, un souvenir. Mon oncle, mon grand-père, voilà. Comme il était amoureux de ce qu'il faisait son vin, il faisait son muscat. Et chaque fois, nous, on partait toujours avec des bouteilles de son muscat qui était délicieux. C'est un produit extraordinaire. Anne-Marie, la fille de Jean Bastouille, n'avait pas suivi le chemin des vignes comme son père. Elle aimait s'occuper des autres. Elle était devenue infirmière. Un premier mariage avec un homme avec lequel elle aura un garçon, Ludovic. Elle divorcera. Et c'est à l'hôpital de Perpignan, où elle travaille, qu'elle va rencontrer le nouvel homme de sa vie, le docteur Jean-Charles Mesmer. Jean-Charles Mesmer, c'est
C'est un médecin anesthésiste à l'hôpital de Perpignan. Il est aussi expert auprès des tribunaux, donc c'est un personnage influent, connu, et puis c'est un médecin réputé. Qui était chef de service, qui était un homme impressionnant, qui, je crois, effectivement, en imposait. C'était un homme qui avait beaucoup de relations. Il pouvait représenter l'homme dans toute sa puissance. Jean-Charles Mesmer et Anne-Marie Bastouille vont se marier en 1986. Heureux du nouveau bonheur de leur fille, Jean Bastouille et son épouse, Thérèse, proposent au couple de venir s'installer dans une de leurs propriétés. Il s'agit du Mas Saint-Jean, une belle demeure isolée, située à quelques centaines de mètres du centre de Rivesaltes. Mais entre le père Bastouille et son gendre, le docteur Mesmer, les relations vont peu à peu se compliquer. Alors, on ne peut pas dire que Jean Bastouille et Jean-Charles Mesmer avaient des problèmes très graves entre eux. Ils n'étaient pas du même monde. D'un côté, on avait un agriculteur qui travaillait la terre, qui était simple, avec une vie simple. Et d'autre côté, il y a Jean-Charles Mesmer, qui est le médecin, qui veut s'imposer, qui est sûr de lui. Ah, moi, c'est sûr, il me prenait pour un simple paysan, comme on dit, sûrement. Moi je ne suis pas instruit, n'en parlons pas. Je ne suis pas instruit, j'ai mon certificat d'études, c'est pas mal, mais quand même, j'ai la tête sur les épaules, je sais de quoi il s'agit, et bien des fois, je me taquine avec lui, enfin, en voulant lui dire que, ma foi, que je suis là quand même. Le 15 août 2008, Jean Bastouille et son épouse organisent, comme chaque année, un repas dans leur maison de vacances située au Barcarès, près de la mer, à une dizaine de kilomètres de Rivesaltes. C'est l'occasion de célébrer autour d'un repas la fête de leur fille, la Sainte Marie. Mais ce jour-là, Anne-Marie est apparemment patraque, comme on dit. Anne-Marie dit qu'elle n'est pas bien, qu'elle est fatiguée, qu'elle est souffrante. Et pendant le repas, alors que tout le monde est à table, elle est sur un canapé à côté. Elle dit qu'elle se repose. Elle disait peut-être que la veille, comme elle avait eu un repas chez des amis, enfin ils étaient sortis la veille, peut-être qu'elle avait mangé quelque chose qui lui était pas revenu. Et donc c'est pour ça qu'elle était un peu barbouillée, en fait. Je me rappelle qu'après le repas, elle était fatiguée. Elle a dit, je vais me reposer à Rivesaltes et puis je reviendrai. Voilà. Et naturellement, elle est partie avec Jean-Charles. Elle est partie avec le docteur Mesmer. Et puis, elle n'est plus revenue. Anne-Marie et son époux, le docteur Mesmer, ne sont partis que depuis 3/4 d'heure seulement, lorsque le téléphone sonne chez les Bastouilles. Au bout du fil, c'est Jean-Charles Mesmer qui leur annonce une épouvantable nouvelle. Anne-Marie vient de mourir. Jean Bastouille et son épouse, complètement sous le choc, se rendent tout de suite chez leur fille, à Rivesaltes, au Mas Saint-Jean. Mais là-bas, le comportement du docteur Mesmer, leur gendre, va vite les surprendre. Naturellement, nous sommes allés de suite, et puis voilà. Et Anne-Marie était sur le lit. Bon, alors là, ça a commencé déjà à mal tourner. Jean-Charles ne voulait presque pas qu'on la voie. Il ne voulait pas qu'on la voie. Anne-Marie est sur son lit, dans la chambre du Mas. Les parents arrivent, ils peuvent rentrer dans la chambre, mais un instant. Et chaque fois, ils nous disaient, allez, maintenant, il y en a assez, allez, partez. Et alors, on partait, puis on revenait. Le docteur Mesmer s'oppose à ce que le père et la mère d'Anne-Marie voient le corps au prétexte qu'elle avait souhaité, dit-il, que l'on ne la voit pas sur son lit de mort. Et il disait qu'Anne-Marie avait le souhait de, s'il lui arrivait quelque chose, que personne ne la voie. Ils avaient des amis qui étaient venus, qui voulaient venir dans la chambre avec eux prier. Interdiction. Dr Mesmer leur dit, vous prierez là, dans le jardin. Vous prierez là, dans le jardin. Allez sous les arbres là-bas pour faire vos prières, ne rentrez pas à la maison. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez d'extraordinaire. Il a mis tout le monde dehors. Moi, je veux rester seul avec Anne-Marie. Qu'est-il donc arrivé à Anne-Marie? À 54 ans, apparemment, elle était en parfaite santé. Rien ne pouvait laisser penser à une mort si brutale. Son mari, le docteur Mesmer, affirmait, lui, avoir la réponse.
À tous ceux qui viennent aux masses, même s'ils n'ont pas pu voir le corps, le docteur Mesmer répond qu'elle est morte d'une rupture d'anévrisme. On nous a dit que c'était une rupture d'anévrisme et lui-même aussi, il a dit aussi que c'était une rupture d'anévrisme. Alors donc tout le monde a appris que c'est une rupture d'anévrisme. Jean-Charles Mesmer va appeler l'un de ses amis, médecin lui aussi, à l'hôpital de Perpignan, et lui demander de venir constater le décès de son épouse. Ce collègue est arrivé très vite au mât et va aussitôt délivrer un certificat de décès. Certificat qui confirme qu'Anne-Marie est bien morte d'une mort naturelle. Mais là tout de même se pose une question. Ce certificat est fait par un médecin qui, sans voir le corps selon certaines personnes, ou en le voyant très rapidement selon d'autres, délivre un certificat. Comment a-t-il pu poser ce diagnostic, ou en tout cas signer ce certificat de décès, sans avoir fait un examen plus approfondi du corps? C'est vrai, en principe, lorsqu'une personne apparemment en bonne santé, comme l'était Anne-Marie, décède brutalement, sans raison apparente, un examen approfondi est toujours pratiqué, par exemple une autopsie ou une IRM. Jean Bastouille et son épouse, eux, veulent en savoir plus sur les circonstances de la mort de leur fille. Leur gendre leur explique alors qu'à leur retour à la maison, Anne-Marie a été prise de malaise, de vomissement. Il avait alors décidé de réagir. Il explique qu'il part de la maison, qu'il va à l'hôpital et qu'il va chercher une perfusion. Et qu'il revient pour la lui administrer. Le docteur Mesmer prétend avoir fait à son épouse une perfusion de Prempéran, c'est-à-dire un produit qui est destiné à soulager des vomissements. Il me dit, je fais une piqûre. Je suis allé à l'hôpital, je suis à l'hôpital, chercher une piqûre et je fais une piqûre. Ma foi, dans mon idée, je me suis dit, on a pensé de suite comme si c'était une piqûre pour la sauver ou pour la calmer, c'est pas moi. Et elle est morte. Ludovic, le fils d'Anne-Marie, né de son premier mariage, arrive à son tour au mât. Comme son beau-père est médecin, il décide d'examiner le corps de sa mère. Anne-Marie est couchée sur son lit dans la chambre conjugale. Un détail va l'intriguer. Le fils d'Anne-Marie ouvre la chemise de nuit de sa mère pour voir s'il y a eu un massage cardiaque. Et il s'aperçoit qu'il n'y a eu aucune tentative de réanimation de sa mère. Et donc, il est stupéfait quand on sait que le titre alors, officiel du docteur Mesmer, c'est médecin anesthésiste réanimateur. Et donc, ce réanimateur-là n'a rien tenté pour sauver sa femme, n'a pas appelé l'hôpital. Pourquoi il n'a pas appelé les secours pour qu'on vienne la chercher? Pourquoi il n'a pas appelé les pompiers, le SAMU, enfin, que sais-je, pour venir la chercher et pour la transporter directement à l'hôpital? Pourquoi c'est lui qui a fait le trajet, l'aller-retour, pour venir à la maison? Il y a le SAMU de Perpignan qui est à 5 minutes, même pas, du MAS. Il y a la gendarmerie et les pompiers qui sont à 5 minutes, même pas de Rivesaltes. Comment il n'a pas appelé les gendarmes ou le SAMU de Perpignan ou quoi que ce soit, qu'il en est resté là, sans rien faire? Bah oui, pourquoi? Si Anne-Marie était mal au point d'avoir besoin d'une perfusion, pourquoi le docteur Mesmer a-t-il pris le temps, surtout le risque, de faire l'aller-retour jusqu'à l'hôpital de Perpignan, soit plus de 10 minutes, sans compter le temps d'aller chercher le matériel de perfusion, laissant ainsi sa femme malade toute seule, plutôt que de l'emmener directement, en 5 minutes, aux urgences. Mais ce n'est pas le seul élément qui va surprendre Ludovic, le fils d'Anne-Marie. Écoutez. Alors, le fils d'Anne-Marie a vu le matériel de perfusion. Il a vu donc la poche, il a vu les fils, il a vu l'aiguille. Et par la suite, il se demande où est passé ce matériel. Cette perfusion va disparaître très rapidement, personne ne sait où elle est passée. Suite à ça, il y aura de nombreuses interrogations. Qu'est-ce qu'on en a fait? Il semblerait que ce soit Jean-Charles Mesmer lui-même qui l'ait mis dans un sac plastique et qui s'en soit débarrassé. Une poche en plastique dans laquelle il a mis apparemment les produits et le matériel utilisé. Et comme il a des doutes, le fils d'Anne-Marie, il veut essayer de retrouver ce sac. Et mon petit-fils a essayé de chercher tout ça, l'ampoule, la perfusion, et il n'a pas trouvé. Tout avait disparu, il n'a pas trouvé. Pourquoi le docteur Mesmer s'est-il aussi vite débarrassé du matériel qui a servi à perfuser son épouse?
Dans une situation pareille, on a d'autres choses à faire, surtout à penser. Avait-il donc intérêt à se débarrasser aussi vite de ce matériel? Autre question, pourquoi organiser si vite les obsèques d'Anne-Marie? Dès l'après-midi, il va s'occuper de prévenir les pompes funèbres, leur demande de venir le lendemain matin, et au petit matin, les pompes funèbres arrivent, mettent Anne-Marie dans un cercueil. Pour la mise en bière, ça a été aussi une catastrophe. De suite, il y a le monsieur des pompes funèbres qui dit « Bon, eh bien, nous revenons quand pour fermer le cercueil ?» Alors, lui a dit non, de suite. Tout de suite. Immédiatement, donc, le matin, à la première heure, le cercueil est fermé. On a été surpris qu'il y ait une mise en bière aussi rapide, vu qu'elle a été décédée la veille, vers 4 heures de l'après-midi, hein, le 15, et il y avait la mise en bière le 16 au matin. Le 18 août 2008, Anne-Marie Mesmer va être incinérée dans la foulée, sans que sa famille ne puisse s'y opposer. Le docteur Mesmer affirme qu'il s'agitait d'obéir en quelque sorte à la volonté de son épouse. Le comportement du docteur Mesmer intrigue la famille Bastouille, mais il ne cherche pas à aller plus loin. Après tout, il s'agit de leur gendre, un médecin réputé, marié à leur fille depuis plus de 22 ans. Il faut dire aussi que la mort d'Anne-Marie les a engourdis de douleurs, d'autant plus vives que leur fils, Michel, est décédé lui aussi quelques années plus tôt d'un AVC. Jean Bastouille et son épouse se retrouvent désormais sans enfant, seuls. La mort d'Anne-Marie est dramatique, et elle fauche pratiquement Jean Bastouille, qui ne s'en remettra jamais. Mais il était détruit. Lui et Thérèse, c'est un tel choc, c'est un tel traumatisme, c'est tellement horrible que vous ne savez plus où vous êtes. Vous êtes KO debout, vous êtes mort debout. Hein, sa fille adorée, ce truc, déjà, il avait pris une gifle énorme avec son fils qui était mort quelque temps avant. Hein. Et là, sa fille qui, du jour au lendemain, la veille, elle est en pleine forme, elle rigole, etc. Et tout, le lendemain, ce truc, c'est quelque chose d'atroce. Malheureusement, nous, on a perdu mon fils, on a perdu ma fille. Bon, c'est sûr, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Franchement, c'est quelque chose de terrible, ce que nous avons vécu avec mon épouse. Terrible. Après le décès d'Anne-Marie, son veuf, Jean-Charles Mesmer, continue de vivre juste en face de la maison de ses beaux-parents, dans le mât que les Bastouilles avaient permis au jeune couple d'habiter, mais dont ils conservaient tout de même toujours l'usufruit. Anne-Marie morte, Jean et Thérèse veulent à présent récupérer leur mât. Ils laissent cependant un délai de 6 mois à leur gendre pour trouver un nouveau logement. Ils vont très vite le regretter. Il devait partir, il avait 6 mois. Pendant 6 mois, on l'a... comment vous dirais-je? Pendant 6 mois, on l'a subi, comme on dit. Il faisait des festivités de temps en temps, hein, comme c'était un monsieur quand même qui avait les moyens, il recevait ses amis, il pouvait recevoir des gens. Mais enfin, disons, il le faisait sous les yeux de ses beaux-parents. Il fait des fêtes au mas. Alors il faut quand même se rendre compte que le mas de Jeannot, il est à 10 mètres. Il y a une rue qui sépare. 15 jours après, il tire des feux d'artifice, il fait des feux, il fait la java dans son truc et tout. Et moi, ça aurait été ma fille aussi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Hein, j'aurais pété un plomb, hein, ça je vous assure, hein, c'était pas possible. Et c'est là que ça va prendre de l'ampleur. Et ça, Jean Bastouille, il ne va pas le supporter. Nous, avec mon épouse, on voyait ces fêtes qui se passaient en face, vous vous rendez pas compte un peu, vous voyez. Et sans aucun scrupule, hein. Ça a été un calvaire, tout ça. C'était un calvaire. Les relations entre le docteur Mesmer et ses beaux-parents vont vite se dégrader. De plus, très vite, un nouvel élément va venir perturber les Bastouilles. Jean Bastouille et son épouse voient arriver une femme qu'ils n'avaient jamais vue, qui vient de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment. Ce à quoi assiste Jean Bastouille, sous ses yeux, dans le mas qui est en face, c'est que Jean-Charles Mesmer installe très rapidement, selon lui, une femme, une nouvelle compagne, dans le mas, qui a, dans les grandes lignes, le profil, la silhouette, en tout cas, de sa fille. La même couleur de cheveux, et ça lui fait extrêmement mal. Pour Jean Bastouille,
C'est un choc énorme. Elle utilise la voiture d'Anne-Marie, elle utilise le téléphone d'Anne-Marie, elle utilise même les vêtements d'Anne-Marie. Elle n'a pas eu du tout de scrupules, quand même. Il ne faut pas exagérer. Hein. Au point qu'un jour, Jean Bastouille, voyant dans le jardin la maîtresse du docteur Mesmer, habillée avec les vêtements d'Anne-Marie Bastouille, croit voir sa fille. Il croit d'ailleurs devenir fou. Il faut imaginer Jean Bastouille qui fait à ce moment-là le deuil de sa fille et qui essaie de faire le deuil de sa fille, voir arriver en face de chez lui une jeune femme qui prend la place d'Anne-Marie. Alors, mettez-vous à la place d'un homme, quel qu'il soit, qui voit tous les jours cette personne, et puis il se dit, mais c'est pas possible. Et j'ai ma fille qui est au cimetière. Il installe sa maîtresse là-bas. Mais qu'est-ce que c'est ce type? Mais c'est un monstre, c'est un fou. Qu'est-ce que c'est ce bonhomme? Vous vous rendez compte? Hein? Ah non, non. Là, on a eu affaire à des vraiment, c'est pas moi. Je sais pas comment dire un nom, je sais pas comment. Ce sont des gens qui sont pas normaux. C'est pas possible de faire des choses comme ça. Cette maîtresse, la voici, elle reconnaît s'être installée quelques mois après la mort d'Anne-Marie dans le Mât, à la demande de Jean-Charles Mesmer, mais elle rejette les autres accusations. C'est très difficile de dire à quelqu'un tu es une garce, tu portes les vêtements d'une morte, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, d'une morte. Physiquement, c'est impossible. J'ai 40 ans, j'ai 15 ans, on a 15 ans de différence. Anne-Marie était une femme plantureuse, corpulente. Je fais 1m60 et je fais 34 de taille. Elle n'a pas besoin des vêtements d'une morte, Karine Romano. Elle était l'épouse du sous-directeur de l'hôpital. Il y avait une situation financière particulièrement importante. Donc voilà, elle n'a pas besoin de ça. Et puis en plus, c'est pas son genre. C'est absurde. Donc ces accusations-là, il faut arrêter parce que là, vraiment, ça me met en colère. Véritablement en colère. En fait, Jean-Charles Mesmer et Karine Romano s'étaient rencontrés sur leur lieu de travail à l'hôpital de Perpignan. Karine Romano y était secrétaire. Malgré leurs 20 ans d'écart, c'est le grand amour. Mais une liaison qui avait en réalité commencé bien avant le décès d'Anne-Marie. La seule chose dont je me sens coupable dans cette histoire, c'est d'avoir aimé, et je pèse mes mots, aimé un homme marié. Est-ce qu'on condamne quelqu'un parce qu'il y a des sentiments amoureux? C'était pas une passade, c'était pas sexuel, c'était un amour véritable. Je l'aimais. On a appris, après, que Anne-Marie, qui ne l'avait pas dit à ses parents, avait douté de la fidélité de son mari. Et le malheureux là-dedans, c'est vraiment que Anne-Marie ne se confiait pas à nous. Elle ne se confiait pas trop à nous. Jamais elle s'est confiée du comportement du docteur Mesmer. Elle s'était renseignée, elle l'avait dit à une amie notamment, auprès d'un détective pour essayer de faire suivre le docteur Mesmer. Elle savait que son mari avait une maîtresse. Elle n'était pas bien parce qu'elle savait qu'il faudrait prendre rapidement des résolutions, des décisions qui seraient des décisions probablement de rupture. En réalité, Anne-Marie avait posé un véritable ultimatum à son mari. Si en septembre, il n'avait toujours pas quitté sa maîtresse, elle demanderait le divorce. Pour Jean Bastouille, c'en est trop. Les soupçons qu'il avait gardés au fin fond de lui sur les circonstances de la mort de sa fille avaient ressurgi, plus vifs encore. Souvenez-vous, l'interdiction de voir le corps d'Anne-Marie, la perfusion disparue, l'incinération précipitée, plus maintenant les fêtes au Mât et cette maîtresse. Et si Anne-Marie n'était pas morte, comme on lui avait dit? On sentait très bien qu'il y avait quelque chose de bizarre qui s'était produit dans la mort d'Anne-Marie déjà. Tout ça fait que Jean Bastouille, très rapidement, est convaincu que Dr Mesmer a tué Anne-Marie. Anne-Marie a été assassinée et empoisonnée par le docteur Mesmer. Voilà. Et là, il n'y a rien à faire. Pour Jean Bastouille, c'est de plus en plus certain. Le docteur Mesmer a empoisonné sa fille en injectant dans la perfusion un produit mortel. Mais il n'a aucune preuve, seulement des soupçons. Il ne dépose donc pas plainte. Le vieil homme va continuer donc de ressasser dans son coin les circonstances suspectes de la mort de sa fille. En revanche,
Il veut chasser, expulser son gendre du mât qu'il avait en quelque sorte prêté à sa fille. Mais comme d'habitude, les procédures traînent. Bon, alors, ces 6 mois se sont passés. On a pris patience. Au bout de 6 mois, il devait partir. Il n'a pas voulu partir. Il devait partir, hein. Il devait partir, c'était la loi. Enfin, seulement, bon, la justice, ça est passé au tribunal, il y a eu des renvois et jamais il partait. Et Jeannot me disait, il a des appuis importants, il faut qu'il s'en aille d'ici. Il dit, je ne veux plus le voir, ce type-là. La maison, elle n'est pas à lui, rien qui est à lui ici. Et donc, rien à faire. Hein. Et l'autre qui faisait tout le temps, qui faisait de la provocation. Et Jeannot, ça allait de mal en pis. Docteur Mesmer a des phrases qui sont choquantes. Un jour, alors que Mme Bastouille est assise devant chez elle, prostrée, parce que, bien sûr, elle ne supporte pas la mort de sa fille, le docteur Mesmer passe et lui dit « Et alors, quoi, vous attendez la résurrection ?» Un autre jour, il dit à M. Bastouille, avec qui il a des mots, « J'ai empoisonné la vie de votre fille, j'empoisonnerai la vôtre jusqu'à votre mort. » Commence alors un terrible face-à-face entre Jean Bastouille et le docteur Mesmer, une guerre déclarée. En avril 2009, 8 mois après la mort d'Anne-Marie, le neveu de Jean-Charles Mesmer s'amuse à tirer à la carabine dans le jardin de son oncle et casse par exemple les ampoules de la maison de Jean Bastouille. À bout de nerfs, celui-ci porte plainte contre le neveu, alors mineur, et ça, le docteur Mesmer ne le supporte pas. L'ambiance au chemin de Piat, alors à partir de là, elle devient totalement délétère. On se regarde en chien de faïence. Ça a été le déclenchement de catastrophe en catastrophe, c'est-à-dire que Jean-Charles a commencé à couper l'eau du mas qui alimentait l'autre propriété, c'est-à-dire la propriété de M. Bastouille. Il est arrivé furieux, rouge, en colère. Il a menacé Jean-Charles et c'est là qu'il lui a dit « Je sais que tu as tué ma fille avec une piqûre. Tu m'as tout pris. Tu as pris ma fille et tu as surtout pris mes biens. Parce qu'à moi, il ne me reste plus rien. » Ça fait bientôt 2 ans que Jean Bastouille rumine inlassablement la mort suspecte de sa fille et subit ce gendre qui, malgré les procédures, ne veut toujours pas partir de chez lui. Tension extrême de chaque côté du chemin. Arrive le 20 juillet 2010. Quand j'ouvre la fenêtre, là, qu'est-ce que je vois pas? Je vois pas Jean-Charles et elle qui vont aller prendre le petit déjeuner. Jean-Charles se prépare, il prépare aussi le café. Je prépare le petit déjeuner, je dresse la table. On aimait bien déjeuner ensemble. Alors ça a été un déclic. Ça a été un déclic. Je sais pas. Il voit devant lui la cause de la mort d'Anne-Marie. Le docteur Mesmer, qui a tué Anne-Marie en lui faisant une perfusion, et cette femme qui a pris la place d'Anne-Marie. Et là, c'est le déclic. Il explique que il a un coup de sang. Il va aller dans le garage où il a un râtelier d'armes. Il va choisir son arme. Pas n'importe laquelle. Je prends le fusil, le petit canon à canoncier, et je mets le revolver en même temps, qui était chargé, et puis je prends 2 cartouches et je charge le fusil. Il n'envisage de laisser à sa proie aucune espèce de chance de survie. Aucune. Il va franchir le chemin très calmement. Il traverse la route, se rend en face dans le mas. Où il va se cacher. Il va attendre. Il est à l'affût. Il attend le départ de Karine, donc pour aller à la cuisine, pour sortir de son affût. Je prends ma tasse, je pars dans la cuisine, déposer ma tasse dans l'évier. Je passe par le petit cabanon et je vais directement sur Jean-Charles qui était assis à ce moment. Il était assis et il prenait le petit déjeuner. Et d'un coup, j'entends une voix, la voix de Jean-Charles qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Avec la peur. Évidemment, la peur, puisqu'en face de lui, il avait quelqu'un avec un fusil.
Et j'entends le premier coup qui part. Je reconnais de suite Monsieur Bastouille. Et c'est là que j'ai tiré 2 fois sur lui. Et une fois qu'il était par terre, j'ai mis un coup de revolver. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Pour bien l'achever, pour être sûr qu'il est complètement mort, l'assassin s'approche à 1 mètre de sa tête et lui tire une balle dans la tête. Voilà, ça c'est la vérité, ça c'est l'horreur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Peut-être c'était pour, comment dirais-je, comme on dit, pour finir de le tuer, peut-être, ou je ne sais pas, ou pour ne pas qu'il souffre. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette balle de revolver. Je ne sais pas. Donc j'appelle les secours et je me cache. Parce que bien sûr, à ce moment-là, je me dis qu'il va venir me flinguer aussi. Vous vous dites, ça y est, c'est fini. Après, j'ai pensé plus tard. J'ai dit, mais j'aurais pu tirer sur elle qui était derrière. Voyez, j'aurais pu le faire. Quelqu'un dans un état comme ça. Mais non, moi, c'était lui. C'était lui qui m'avait fait le mal, qui nous avait fait le mal. C'est pas elle. Tout de suite après ce qu'il vient de commettre, Jean Bastouille rentre chez lui. Je suis allé tranquillement. Je suis revenu à la petite maison. J'ai caché mes trucs au fond du jardin, tout. Il va aller dissimuler l'arme, la gibecière, le treillis militaire et la cagoule dans une haie de pyracantha, donc d'épineux. J'ai été libéré. Vous voyez? Le docteur Mézières n'était pas là. D'abord, j'ai téléphoné à mon épouse aussi. J'ai téléphoné à mon épouse. Je dis, voilà, Thérèse, elle était là. Je dis, Jean-Charles est mort. Elle dit, oui, Jean-Charles est mort. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es en prison? Jean-Charles est mort, c'est tout. Je lui ai dit ça et j'ai raccroché. Et je suis allé à mes tomates, tranquillement. Et puis, il va arroser ses tomates. Pardon, c'est le dossier. Il va aller arroser ses tomates. Karine Romano, restée cachée à l'abri dans le Mas, profite donc du départ de Jean Bastouille pour essayer de porter secours à Jean-Charles Mesmer en attendant l'arrivée des pompiers qu'elle a alertés. Je sors de la maison. Je vois Jean-Charles qui est sur le côté, complètement ensanglanté. Je lui déboutonne sa chemise et je lui fais un massage cardiaque. Je lui fais du bouche à bouche. Il est dans une mare de sang et elle essaie, avec l'énergie du désespoir, de le sauver. Il était criblé de balles. Ça, c'est la vérité, ça, c'est l'horreur. Criblé de balles. Vous êtes dans l'horreur et vous ne pouvez pas sauver la personne que vous aimez. Voilà, donc ça, c'est une image que je porte grâce à M. Bastouille jusqu'à la fin de ma vie. Le docteur Mesmer va mourir assez rapidement, même si les pompiers arrivent et font des massages cardiaques et tentent pendant près d'1 heure de le ramener à la vie. Et là, la police est arrivée. Je leur ai dit de suite que c'était M. Bastouille. Immédiatement, les gendarmes se rendent chez Jean Bastouille pour l'arrêter. Pour le vieil homme, c'est le début de longues heures d'interrogatoire. Mais pendant 48 heures, il refuse d'expliquer quoi que ce soit aux gendarmes. Ces gars n'ont pas été à la hauteur parce que de suite, ils m'ont pris un peu, vous savez, un peu de bousculement. Allez, tu signes ça comme quoi tu as tué. Je leur ai dit, allons-y, mollo. Disons les choses gentiment, n'y allez pas trop vite. Et bien, puisque c'est comme ça, je dis, vous ne saurez rien. Je vous parlerai rien, et pendant 2 jours, je n'ai rien dit. Rien. Il ne dira rien, jusqu'au moment où il sera présenté au juge d'instruction. Et là, alors, il s'est passé quelque chose
de formidable. Il y a un monsieur, deux messieurs et une dame qui étaient de l'assistance, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, qui m'ont touché la main, qui m'ont serré la main, pas comme ça, qui m'ont serré la main, une véritable poignée de main, amiable. Ça m'a... Ah, ils m'ont touché. Et c'est là que j'ai vraiment... Là, j'ai avoué, vous comprenez? Il dit « Je vais reconnaître les faits. J'ai flingué ce rapace, ce monstre qui a assassiné ma fille. J'ai flingué ce rapace, ce monstre qui a assassiné ma fille. » Et tout ça parce que le substitut lui avait serré la main. Ces aveux sont déterminants pour le juge d'instruction. Il a devant lui Jean Bastouille, un homme de la terre, un viticulteur qui, c'est vrai, depuis son plus jeune âge, a toujours travaillé dur, a toujours respecté les règles. Mais c'est aussi un homme qui, à plus de 80 ans, parce qu'il estimait que c'était son devoir de père, parce qu'il considérait qu'il devait rendre justice à sa fille, cet homme, ce vieillard, était devenu un meurtrier. Jean Bastouille n'est pas le meurtrier tel qu'on l'imagine parce que il n'a, de sa vie, jamais été condamné. De sa vie, il n'a jamais fait de mal à quiconque. De sa vie, il ne s'est jamais battu. Sa vie, c'était le travail, la famille, l'amitié, les associations de musique. Voilà qui était M. Bastouille. Qui est M. Bastouille? C'est un ami avec qui on peut lui faire confiance. C'est un homme très attachant et pour qui j'ai beaucoup d'estime. D'ailleurs, les gens, quand on les appelle Jeannot, comme ça veut toujours dire ce sont des gens gentils. Et vous discutez avec beaucoup de gens, hein, ils vous disent la même chose. Ils vous disent on aurait fait pareil. La pire des choses, qui pour moi m'est complètement insupportable, c'est quand un assassin se fait passer pour la victime. Parce que la victime, c'est pas M. Bastouille. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est un meurtrier. C'est vrai, ce meurtrier, que ce soit pour un bien, que ce soit avec des raisons, que ce soit avec des raisons valables pour ce que vous voudrez, ce meurtrier. Et oui, il faut dire ce qui est. En arriver là, pourquoi? Si Dr Mesmer avait été comme il faut, si ça avait été un homme comme il faut, un homme, comme on dit, comme il faut, si c'était un homme comme il faut, ça ne serait pas arrivé tout ça. Ça ne serait pas arrivé. En même temps, ma fille a payé et moi je paie. Et moi je paie. Et encore, c'est pas fini. Le 22 juillet 2010, Jean Bastouille sera mis en examen pour assassinat et immédiatement incarcéré à la prison de Perpignan. Il est alors l'un des plus vieux détenus de France. Dans un premier temps, et pendant quelques mois, il supporte parfaitement cette détention, alors que je ne l'imaginais pas. Il supporte cette prison en se disant qu'après tout, c'est un des prix à payer pour avoir tué le docteur Mesmer. Je savais que je devais faire, avec un acte comme ça, que je devais faire de la prison. Alors ça, je me l'étais mis dans la tête. Et que, ma foi, c'était comme ça. Par contre, j'ai été très bien vu par les surveillants, même des détenus. J'avais des gitanos qui me disaient si on te fait quelque chose, je te nous le dis. Vous voyez, il y en a qui m'appelaient Jean, d'autres Jeannot, d'autres Papy, même jeune homme. Et puis, son état de santé va se dégrader, mais dégrader sérieusement. Il a été dans un état de souffrance extrême. Il perdait petit à petit la raison. Là, je dégringolais. Je dégringolais. J'avais 21 de tension. Enfin, j'ai passé des nuits terribles. J'ai passé des nuits terribles. Jean Bastouille est à cette époque dans un tel état de faiblesse que l'expert médical estime qu'il n'y aurait jamais de procès si on le laissait en prison. Il risquait tout simplement de mourir. Au bout de 11 mois de détention, Jean Bastouille est libéré et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Pratiquement dans le même temps, Jean et Thérèse Bastouille se décident à déposer plainte afin qu'une enquête soit ouverte
sur les circonstances de la mort d'Anne-Marie. Cette enquête est confiée à la police judiciaire. Dès le départ, les enquêteurs se posent une simple question. Ce qui pose question, c'est de savoir pourquoi, au lieu d'emmener Anne-Marie à l'hôpital, si elle est vraiment très mal, il décide de la soigner à la maison, il n'appelle pas le SAMU. Il était médecin, on n'appelle pas... Alors on dit, pourquoi n'a-t-il pas appelé le SAMU? Et le SAMU, c'était lui. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Le SAMU, c'était lui. Donc il savait très bien ce qu'il fallait faire. Si sa femme avait des maux de tête, il savait très bien les médicaments qu'il fallait lui administrer. Autre interrogation, c'est la perfusion. La perfusion que le docteur Mesmer avait administrée à son épouse. Les policiers décident d'interroger d'autres médecins afin de savoir si cela était vraiment le traitement approprié. Leur réponse est sans appel. Tous les médecins qui ont été entendus, à qui on a demandé ce qu'ils auraient fait en pareille hypothèse avec quelqu'un qui a des malaises, qui a un peu envie de vomir, disent tous, mais jamais on ne fait une perfusion, jamais on ne fait une piqûre dans ces cas-là. Une autre grande question de ce dossier, c'est quel est le produit que Jean-Charles Mesmer a administré à son épouse lorsqu'elle était malade, donc, et dont, juste avant son décès. Quel est ce produit qui est allé chercher à l'hôpital? Quel est donc ce produit? C'est le vrai mystère de cette enquête. Mais en interrogeant tout le personnel de l'hôpital de Perpignan, où travaillait le docteur Mesmer, les enquêteurs vont recueillir 2 témoignages essentiels. Un médecin explique que quelques semaines, peut-être quelques jours, il n'arrive pas à situer. Avant le décès, mais il est sûr que c'est avant le décès de Mme Mesmer, le docteur Mesmer est venu à l'hôpital pour chercher un produit en disant que son chien était malade et qu'il fallait l'euthanasier. Et il dit quel produit il cherchait, de la cellocurine. Un produit anesthésiant, enfin très fortement dosé, un produit anesthésiant dans le but d'euthanasier son chien. Une infirmière explique qu'elle aussi, elle a vu le docteur Mesmer à une époque différente venir à l'hôpital et chercher du produit en expliquant toujours que c'est pour euthanasier un chien. Son chien. En fait, les enquêteurs apprennent que ce produit, la cellocurine, que recherchait le docteur Mesmer avant la mort d'Anne-Marie, est en réalité un puissant anesthésiant que les médecins utilisent en général pour se suicider. Question, le docteur Mesmer en avait-il besoin pour assassiner discrètement son épouse? Ou s'en est-il servi réellement pour euthanasier son chien? Il n'avait pas de chien. Il ne pouvait pas tuer un chien qu'il n'avait pas. Ça c'est de n'importe quoi, comme on dit. C'est de n'importe quoi, ça. On a vérifié, l'enquête a vérifié. La PJ a pu constater, avec certitude, qu'à cette époque-là, le couple Mesmer n'a plus de chien depuis 1 an. Il cherche un produit pour euthanasier un chien et il n'en a aucun. Donc il reste toujours cette espèce de flou sur ce produit anesthésiant. Qu'est-ce qu'il voulait en faire véritablement Ce produit n'a pu servir qu'à une chose, c'est à tuer Anne-Marie Bastouille. C'est pour moi une certitude. Il n'y a aucune autre explication. Les enquêteurs vont également interroger le notaire de Jean-Charles et Anne-Marie Mesmer. Et là, ils vont apprendre que le couple avait établi une donation au dernier vivant, mais que cette donation, au dernier vivant, devenait caduque en cas de divorce. Ça, c'est un élément capital. Car souvenez-vous, Anne-Marie, qui avait découvert que son mari avait une maîtresse, lui avait posé un ultimatum. S'il ne quittait pas cette maîtresse, elle divorcerait au mois de septembre, soit, entre nous soit dit, 15 jours après sa mort. On sait que si Anne-Marie divorce après le mois de septembre, le docteur Mesmer perd tout, et notamment les biens qui sont constitués par le mas. Si par contre elle meurt, il a tout, puisqu'il y a une donation au dernier vivant. Et pour moi, ça l'a déboussolé complètement. Anne-Marie divorce, il s'oublie de foutre le camp. Et de là, c'est sûr, il a prémédité tout, et c'est fini. Donc, on a un mobile pour tuer Anne-Marie. C'est les enjeux financiers qui se trouvaient derrière un futur divorce. Malgré tous ces éléments pesants contre le docteur Mesmer, un non-lieu sera prononcé en 2012. Je cite l'ordonnance.
Il y a des éléments troublants, mais il n'y a pas d'éléments probants. En fait, ce non-lieu s'explique pour 2 raisons. La première, on n'a plus de corps, car Anne-Marie a été incinérée. La seconde, c'est qu'on n'a également plus d'accusés puisque le docteur Mesmer est mort. Malheureusement, en tuant son gendre, Jean Bastouille a en quelque sorte condamné l'enquête. On ne connaîtra donc jamais les véritables causes du décès d'Anne-Marie Bastouille. Alors, le docteur Mesmer a-t-il assassiné Anne-Marie? Jean-Charles n'a pas tué sa femme. Je le dis. Ça fait 4 ans et demi que je le dis et je continuerai à le clamer haut et fort. Il n'a pas tué sa femme parce qu'il avait le respect de l'être humain et puis c'était quand même sa femme pendant 20 ans. Il a assassiné Anne-Marie. Il faut le faire empoisonner. C'est terrible. Ça me pèse. Ça me pèse. Vraiment, moi, j'ai envie de vivre pour voir encore, pour qu'on dise, tout le monde dise, la justice dise oui, il a empoisonné Anne-Marie. Voilà. Il n'y a pas autre chose. C'est ce que je désire, moi. En décembre 2014, est donc ouvert, devant la cour d'assises de Perpignan, le procès de Jean Bastouille. À 89 ans, le vieil homme s'est retrouvé sur le banc des accusés. Dans la salle, le public était venu nombreux pour voir cet homme qui avait tué parce qu'il voulait ainsi rendre justice à sa fille. Moi, j'étais confiant, on était confiants tous, Maître Nicolas aussi, et tout le monde, même des amis, tous ceux qui sont venus au jugement. C'était un procès qu'on voyait comme gagné, comme on dit, si vous voulez. Voilà, qui était en ma faveur. Bon, sauf mon geste, mais pour dire, en dénonçant le docteur Mesmer à 100%, on était confiant que mon geste aurait été, comment vous dirais-je, facilité. Jean Bastouille a toujours voulu ce procès. Il m'a toujours dit « je ne mourrai pas jusqu'au procès ». Parce que pour lui, il voulait que ce procès soit celui du docteur Mesmer. En fait, on a vite basculé dans ce procès sur l'assassinat présumé d'Anne-Marie Bastouille, sa fille. En fait, le procès a quasiment tourné autour de ça. À un moment donné, on avait presque oublié qu'on était sur l'assassinat de Jean-Charles Mesmer. Hein. On juge un cadavre. On a jugé un cadavre, et c'est ça qui est insupportable pour la famille. C'est que non seulement on perd un être cher dans des conditions terribles, etc. Bon, et donc, mais on est empêché de le pleurer sereinement, de faire son deuil et de vivre avec son souvenir, parce que d'un médecin extraordinaire, brillant, attentif, humaniste, on a fait un monstre, calculateur, froid, cynique, pervers. C'est ça que la famille ne peut pas accepter, c'est la défiguration d'un mort, la défiguration d'un cadavre. Ils n'ont fait que salir sa mémoire, cracher sur sa tombe. Il a décidé, le 20 juillet, sur des rumeurs et des soupçons, je dis bien sur des rumeurs et des soupçons, d'abattre son gendre. Donc, en plus d'avoir commis ce crime, il continue à le salir. Pourquoi? Pour dire, moi, j'ai tué mon gendre parce que je me suis vengée. Mais on n'est pas au Far West. On n'ôte pas la vie d'un être humain comme ça. Si on a des soupçons, on porte plainte, on va à la gendarmerie, on va à la police. Voilà. Non, lui, il a décidé de se faire justice lui-même. Dans cette audience, un moment très fort, lorsque le président des Assises a convoqué à la barre le policier directeur d'enquête qui avait dirigé les recherches sur la mort d'Anne-Marie. À la question du président, pensez-vous que le docteur a tué son épouse? Ce policier expérimenté, qui connaît le dossier, a répondu oui. Donc il est convaincu que le docteur Mesmer a tué Anne-Marie Bastouille. Et donc, comment ne pas tenir compte de la réaction de ce policier émérite qui a mené toute l'enquête sur le décès d'Anne-Marie Bastouille et qui vous dit « moi je suis convaincu que le docteur Mesmer l'a tué ». Il essaie par exemple étonné du fait que, alors qu'il va à l'hôpital et qu'il retrouve tous les dossiers médicaux de tous les membres de la famille Bastouille et de tous les membres de la famille Mesmer,
il n'y a pas le dossier d'Anne-Marie. Il s'étonne aussi que quand il va au domicile d'Anne-Marie, il ne trouve aucun document médical concernant Anne-Marie. Donc, si vous voulez, le docteur Mesmer avait véritablement tout préparé, notamment en faisant disparaître les dossiers médicaux qui concernaient sa femme. Ce témoignage accablant contre le docteur Mesmer va-t-il atténuer la peine encourue par Jean Bastouille? Les jurés vont-ils considérer qu'il a légitimement, mais pas légalement, rendu justice à sa fille? Au bout d'un court délibéré, d'1 heure, le verdict tombe. Jean Bastouille est condamné à 10 ans de réclusion criminelle. 10 ans, c'est peu pour un assassinat, mais c'est beaucoup pour un vieillard. Jean Bastouille et moi-même n'avons pas compris ce verdict. On ne le comprend pas parce qu'il a 90 ans et que 10 ans de prison, même 5 ans de prison, c'est un verdict de mort, peine de mort. On décide du sort comme ça d'une personne, hein, et comme ça, avec l'âge qu'il a, c'est le condamné à mort. Je suis tombé de haut, là. Je sais pas. Si j'avais pu me suicider, je me suicidais, puisque j'ai essayé de prendre le revolver du policier, j'ai pas pu le prendre. Mais je me suicidais, là. Je pensais pas. Il y avait rien plus qui comptait pour moi. C'était fini pour moi. C'était fini pour moi. Non, merde. Donne-moi une arme, c'est ça que je te fais, moi, hein. Donne-moi une arme. Je vais voir. Thierry. Je te fais, moi, hein. Calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Monsieur Bastouille, calmez-vous. Je suis pas prêt. Donne-moi le temps d'aller voir le carré, me changer. C'est la loi qui ne le permet pas. Oui, oui, la loi, d'accord, d'accord. C'est bien la justice. Donnez-moi une arme. Donnez-moi une arme. Donnez-moi une arme. Je n'ai plus à faire. Monsieur Bastouille. Je n'ai plus à faire. Bon, papa, arrête. Arrête, s'il vous plaît, je t'en prie. Donnez-moi une arme. Monsieur Bastouille. Monsieur Bastouille. Il faut que je parte. Il faut que je parte. Il faut que je parte. Donnez-moi une arme. Donnez-moi une arme. Ce moment a évidemment bouleversé la salle. Après ce verdict, Jean Bastouille a été immédiatement incarcéré pour la seconde fois à la prison de Perpignan. Il y restera 2 mois et demi. À près de 90 ans, son état s'était encore dégradé. Les experts ont décidé une nouvelle fois de le libérer en attendant son procès en appel. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement d'empêcher cet homme de mourir en prison. Et il mourra en prison s'il doit faire même 1 an de plus. Jeannot, j'aimerais qu'on lui fiche la paix, parce qu'en plus de ça, avec le jugement qu'ils ont donné, il est complètement, lui, ruiné. Tout ce qu'il a construit de sa vie, il est obligé de tout vendre, hein, de tout liquider. Alors qu'il a eu une vie exemplaire, qu'il pourrait être notre père ou notre grand-père, qu'on en serait fier, qu'il a fait ce que tout le monde dit. Combien de fois n'ai-je pas entendu des gens dire « Si un jour on touche à ma fille, vous verrez ce que je ferai à l'assassin. Si un jour on tue mon fils, vous verrez. » Je ne désirerai à aucun cas que mon cas se pose pour n'importe qui. Ça, je le dis. Je dis au moins à tous ceux qui entendront ceci, à tous ceux qui me verront, c'est le souhait que je fais à tout le monde. À tout le monde. Et de profiter de la vie et de la famille et des amis tant qu'on peut, tant que vous pourrez. Tant que vous pourrez. Il aurait dû avoir une vieillesse pleine de quiétude avec ses petits-enfants, avec sa fille, avec tout ça. Il se retrouve avec sa femme, hein, et quelques amis, tout seul. Et ça aussi, c'est aussi quelque chose de terrible, et c'est une vie brisée. Nous ne savons pas le déroulement de notre fin de vie avec mon épouse, mais ce qu'il y a de certain, c'est que nous sommes certains que nous avons 2 anges gardiens, Michel et Anne-Marie. Voilà. Nous avons 2 bons anges gardiens qui veillent sur nous et qui nous honorent. Et qui nous honorent.
En abattant de sang-froid l'homme qu'il accusait, Jean Bastouille, en fait, a effacé la seule preuve qu'il réclamait. La vieillesse et la douleur, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, ne donnent pas permission de tuer. Si notre civilisation l'acceptait, les prisons seraient vides, y compris des innocents seulement soupçonnés. Jean Bastouille s'est lentement enfermé dans une haine que son gendre a fait fermenter en oubliant trop vite non seulement le visage de sa femme, mais surtout celui de la fille unique que le vieux couple Bastouille lui avait confié. Personne, aujourd'hui, ne peut savoir ce que Anne-Marie en aurait pensé.